faut juste faire le clap pour le son. 1, 2, 3. Donc, salut Bastien. Salut. Merci d'être là. Et donc, je te laisse d'abord, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter un peu ce que tu as fait, tes études, tout ça. Yes, écoute, Bastien Fontagneux. J'ai notamment co-créé Trash Talk avec un garçon qui s'appelle Julien Potier. Donc à la base, j'ai fait des études d'anglais. Donc je n'étais pas du tout censé faire un truc de basket, etc. Mais bon, on a tous des passions un peu à droite à gauche. T'en as, moi aussi. C'était la NBA depuis longtemps. Et donc j'allais être prof d'anglais. J'avais fait licence et master d'anglais. Et puis en 2012, fin 2012, j'ai la chance de pouvoir faire Erasmus. Donc quand tu fais Erasmus, tu as un peu de temps devant toi, sans vouloir donner de mauvais conseils, mais tu as un peu de temps, tu vois. Et donc j'ai lancé un blog à la base et Julien, qui est donc un pote de longue date, m'a dit ça te dit, je fais le site. Et donc du coup on s'est lancé sur un site d'actu sur le basket où il y avait un ton un peu ironique, marrant, corrosif, il y avait un peu de tout, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir offrir quelque chose de nouveau sur la NBA. Et donc on s'est lancé sans grandes intentions, c'était juste comme ça. Et puis Chrysaïde est devenu un papillon, je sais pas c'est quoi l'expression, mais bon, un truc comme ça quoi, en gros. Et donc je te laisse justement présenter le média Trash Talk. Et du coup Trash Talk, c'est un média vraiment, c'est même un omnimédia, donc on fait à la fois de l'écrit, de la vidéo, réseaux sociaux, tout ça, du montage et tout. Qui traite de la NBA au quotidien, donc toute l'actualité, des dossiers, de l'analyse historique, quotidienne, les résultats. La particularité du projet fait qu'on est vraiment présent H24, c'est-à-dire qu'on est là toutes les nuits, ce qui doit se voir d'ailleurs sur ma gueule. Donc on est présent, on est une assez bonne équipe sur laquelle on essaye de tenir un peu tous les jours, et avec cette particularité qui est d'être un peu parfois drôle, parfois taclé un peu dans les gencives. Ça s'appelle Trash Talk, donc ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, c'est vraiment l'équivalent de chambré, en termes purement linguistiques, c'est chambré. Donc du coup, c'était d'ailleurs écrit ici. Et du coup, on s'est tout de suite démarqué comme média qui pouvait traiter du basket avec une façon qui n'était pas encore utilisée, quoi. Et donc tu parlais des projets tout à l'heure, donc il y a le fameux livre que vous avez sorti il n'y a pas longtemps. C'est celle-là. Juste là, il est très bien ce livre. Ah là là. Et donc est-ce que tu aurais par exemple 5 raisons pour acheter ce livre pour ceux qui ne l'auraient pas encore? S'il y a des gens qui ne connaissent rien au basket, je pense que c'est une bonne introduction au monde de la NBA et du basket. Parce que ce sont des histoires en fait. On raconte des histoires. Donc si tu es un peu curieux et tu te dis je connais pas trop le vocabulaire, je connais pas, tu vois, c'est un peu un monde de gogol. Peut-être que pour le coup, ça mérite un petit peu le détour. Pour ceux qui s'y connaissent en basket, tu vas avoir plein de connaissances et des trucs. Tu vas avoir plein de connaissances et des trucs que tu vas découvrir au fur et à mesure. Donc il y a ça aussi qui est pratique. Ça en fait 2. 3, c'est un bel objet. La couverture est funky. Enfin, tu vois, voilà, donc c'est assez cool. 4 aussi, c'est bien d'avoir un peu. On est dans la génération où tu as tout sur internet, tu as tout qui est en accès, mais tu n'as pas de palpable. Donc c'est bien d'avoir aussi un bouquin un peu dans le temps, tu vois, un truc, c'est ancré. Puis c'est un intemporel, donc tu as des records et des histoires, donc ça va pas changer dans le temps. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Et puis en 5e, si vous aimez le projet, soutenez-le. Voilà, j'ai envie de dire. Et donc, à part le livre, par exemple, cette année, vous avez aussi lancé avec l'équipe les soirées Trash Talk, donc des matchs à suivre directement au cinéma avec vous, donc dans le bar de l'Antenne à Paris. Ça aussi, c'était un truc qui était prévu depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui est arrivé aussi peut-être en 5-6 mois, ça a été réglé Non, ça a été réglé assez rapidement. On s'est lancé de façon totalement YOLO, la NBA a dit qu'est-ce que vous faites, et on a dit travaillons ensemble. Et donc je grossis un peu, mais on s'est entendu avec eux et avec Beansport notamment pour essayer de faire des soirées bien organisées. Donc ça s'est fait très rapidement, mais ouais, ça fait partie un petit peu des flèches qu'on a ajoutées au carquois parce qu'on se disait, moi dimanche, là tu vois, il y a 2 matchs qui vont être diffusés, tu les regardes dans ton canapé ou tu les regardes avec 100 personnes qui ont envie de kiffer, quoi, tu vois, avec ta binouse et ton panini, t'es là genre ok, je peux peut-être essayer de profiter un peu de l'event. D'ailleurs, je pense que certains peuvent en parler. Oui. Mais pour le coup, ceux qui l'ont un peu expérimenté, c'est une façon de proposer un peu du basket, vivre juste autrement que juste entre 4 potes ou solo devant son truc en jogging. Donc ça s'est fait assez rapidement. Ok. Et pour finir à peu près au niveau des questions sur ton parcours et donc Trash Talk, tu nous as dit que tu avais fait donc des études à l'étranger.
C'était où J'étais à Édimbourg. Alors, à la base, à 18 piges, j'ai fait Dublin pendant un an quasiment. Donc là, c'était un peu d'études, c'était un peu une année YOLO, donc c'était pas non plus trop encadré, mais c'était des études pour développer mon anglais, là vraiment. Et par contre, première année de master, Édimbourg, en Écosse, où là en Erasmus, cadré, master d'anglais, etc. Donc j'y suis allé, pareil, pendant 9 mois, quoi, truc typique. Et par exemple, nous, je sais que dans nos études, il y a certaines personnes là qui vont partir à l'étranger. Est-ce que tu as peut-être des conseils pour eux sur comment s'adapter, etc. à la chose? Bah, moi, après, c'est uniquement ma façon de voir le truc, hein. Mais je pense que à partir du moment où il y a une présélection et où il y a des gens qui veulent aller à ta destination, moi, j'ai pris personnellement le choix de me dire, je vais kiffer non seulement pour moi, mais x10 pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller. Ouais. Donc, c'est pas juste kiffer et faire n'importe quoi, c'est juste, je vais pas rester dans ma piole et regarder des séries que je pourrais regarder en France, tu vois, et télécharger et faire mon bolos. Ça, je refuse. C'est un comportement qui m'hallucine parfois pour des gens qui ont bossé pour être sélectionnés. Après, chacun sa life, mais voilà. Donc, je dirais être ouvert à n'importe quelle opportunité. Les universités, souvent, sont bien faites. Elles font des journées d'accueil dès le début pour dire inscris-toi à la confrérie des mecs qui kiffent le Harry Potter, ceux qui font de la danse, ceux qui font du foot, ceux qui font du billard, ceux qui aiment les fléchettes ou le fromage. Enfin, il y a plein de trucs. Et donc, souvent, rentrer là-dedans pour avoir plein de contacts. Moi, il y a des gens que j'ai vus il y a 7 ans et avec qui, tu vois, il y aura un mariage, on va être potes et on va y aller. Donc, je dirais expérimenter le plus de choses possible. Et en fait, les études vont venir avec, en fait. Parce que, évidemment, tu y vas aussi pour taffer, pour valider ton année. Donc, ça, c'est important pour pas rentrer, avoir le seum d'avoir loupé ton année. Mais je dirais faire en sorte que le cadre soit vraiment bien pour qu'après les études, ça soit smooth comme si tu étais en France, quoi. C'est-à-dire que tu fais ton petit nid et tu te dis, bon, bah, j'ai mes potes, 2 potes français, 150 potes étrangers, un mec qui vient de Pologne, de machin, de trucs. Et à ce moment-là, tu peux vraiment apprécier ton année et ça te fait développer ta capacité à bien bosser, je pense. Et donc, bon, bah, maintenant qu'on a terminé toutes les questions sur le parcours, etc., on va faire pour ceux qui suivent un peu le free flow de Trash Talk. À la fin, vous terminez sur les fire bullets, donc des petites questions comme ça sur le basket, etc. Yeah. Vas-y, donc, balance. on va partir là-dessus. Donc, ce serait quoi ton coup de cœur de la saison? Le joueur qui t'a fait le plus kiffer? Victor Oladipo. Celui que tu n'attendais pas du tout à ce niveau. Un joueur que j'attendais pas du tout à ce niveau. Oh la vache, elles sont dures. J'aurais dû les préparer. Le mec que j'attendais absolument pas à ce niveau. Je fais un tour rapide, hein, je peux quand même. Ouais, t'inquiète pas. Je fais un tour rapide, juste des gars dans leur effectif. Je pensais pas que Giannis serait à ce niveau-là. Ouais. C'est vrai que là, il est quand même assez chaud en ce moment. On s'attendait à ce qu'il soit bon, mais là, c'est un peu violent, quoi. Tu vois, le mec, ça devient la conférence S, c'est LeBron et Giannis derrière, quoi. Je sais pas si on avait dit ça la dernière, tu vois. Ouais. Je sais pas si on aurait été capable de dire ça. Cette saison, il y a quand même eu des trucs assez, pour sortir une belle référence d'il y a quelques années, assez camouloxesques. Il y a eu par exemple le tunnel secret de Chris Paul dans le Staples Center, la soupe de Gérard Smith. C'est quoi pour toi le moment le plus fou qui se soit passé hors des terrains? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la trade deadline. C'était n'importe quoi. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que cette espèce de bordel qui a eu lieu, donc c'était le 8 février. Cavs, tout ce qui s'est passé autour des Cavs. En une heure, en fait, il y a eu n'importe quoi. On s'est dit. Wade qui retourne à Miami, puis une demi-heure avant, Isaiah qui va aux Lakers. Moi j'étais là, je faisais. Honnêtement, on s'est dit qu'il y avait des comptes qui étaient hackés, on comprenait pas en fait. Il y a eu trop de transferts en une demi-heure. Et dans des équipes auxquelles on s'attendait pas forcément, quoi. Tu vois, on se disait, merde, lui. Genre, on était là, brain fucked en une heure, je dirais que c'est la trade deadline du 8 février. Ouais, le 8 février, je dirais que c'était pas mal. Après, il y a 2-3 beaux événements, mais ouais, je dirais que c'est celui-là numéro 1. Ouais. Et donc, bon, bah, tout fan de basket ou d'un sport connaît souvent l'expression GOAT qui veut dire The Greatest of All Time. Ouais. Donc, dans le basket, on dit que c'est Michael Jordan et c'est sûrement pas le dégarni de l'Ohio. C'est ton avis? Et c'est qui le BOAT? Le baddest of all time? Le baddest player, le worst? Le worst. Ah, le worst, en effet, le worst player of all time. Ah, c'est dur. Le pire joueur de basket de l'histoire. Que tu as vu passer en NBA. Que j'ai vu passer en NBA, le pire. Un mec qui n'avait rien à faire là. Après, c'est dur parce que. Donc, qui doit être le moins bon basketteur.
il est efficace dans ce qu'il fait, mais je refuse de croire que Kendrick Perkins est un basketteur. D'accord. C'est pas possible. C'est un déménageur qui s'avère que voilà. Il était là à un moment. Après, il a été efficace, il était déterminant dans ce qu'il a fait, etc. Mais sinon, j'ai une vraie affection pour Kyle Singler, qui est vraiment un très mauvais joueur de basket. Ok. Je dirais, voilà, à peu près. Et donc en NBA, tu supportes donc les Hawks et les Spurs, comme on le voit sur ton tweet. Mais est-ce que tu suis un peu le basket hors NBA, donc l'Euroleague, etc. Et est-ce qu'il y a une équipe que tu affectionnes Je suis un petit peu, je suis d'assez loin parce que je te cache pas que la NBA, ça occupe bien l'assiette quand même, t'es bien chargé. Je suis limite autant, même plus la NCAA, donc les universitaires que l'Euroleague. Après, non, je t'avoue que dès que ça sort de la NBA, je ne vais pas vraiment suivre des équipes, ou alors je vais suivre les équipes dans lesquelles il y a des phénomènes qui vont arriver l'année suivante. Donc par exemple, j'ai plus regardé le Real cette année que l'année dernière parce qu'il y a un gars, il y a Luka Doncic qui va arriver, et donc ça te pousse un petit peu à regarder cette équipe-là. Mais sinon, non, j'ai pas trop de... Non, s'il y a une équipe de basket à Liverpool, je la suivrais volontiers, mais pour le moment, non. Et donc en NCAA, par exemple, toi, tu suis plus une équipe en particulier, peut-être en ce moment Deux cœurs. Alors moi, 2 cœurs de formation, je suis très Wake Forest parce que Duncan, Chris Paul, James Johnson, enfin plein de joueurs que j'aime bien. Et puis c'est une université que j'aime bien. Mais après, non, je les suis toutes le plus possible en fonction des phénomènes, quoi. Pareil. Je suis pas d'équipe, je vais suivre les mecs, parce qu'après, genre. Par exemple, pour donner une idée, si je regarde un match NCAA, qu'il y a une des grosses pépites de draft là, qui va arriver, donc la draft, la sélection fin juin, si le mec sort, je ferme la fenêtre. Ouais. Et les remplaçants, j'en ai rien à foutre, c'est pas très très grave, donc à ce moment-là, ouais, je vais faire ça. Si, quand on voit donc, tous les joueurs qui ont joué en NBA dans l'histoire, est-ce qu'il y en a un qui a arrêté, par exemple, je sais pas, il y a un an ou il y a une cinquantaine d'années, quel joueur t'aimerais voir jouer aujourd'hui en NBA? Celui que t'aimerais le plus voir affronter des LeBron, des Giannis, des Curry, etc. Will Chamberlain. Oui, toi, qui a des records exceptionnels et... Ce qui marcherait sur tout le monde. En fait, c'est le mec que j'aimerais le plus voir jouer, mais devant tout le monde. C'est le mec, j'ai été essayer de chercher des bobines de Super 9, tu vois, enfin des trucs qui n'ont même pas été enregistrés, des bobines radio pour essayer de voir, parce que moi il me fascine, il y a quelque chose de surhumain en fait. Mettre 100 points. Ouais, et même au-delà des chiffres, il y a des trucs physiquement où tu te dis, voilà quoi, même dans les discussions, on est dans une génération où on n'a jamais été aussi bon athlétiquement et physiquement, et on continue à dire encore que c'est un des meilleurs athlètes de l'histoire, alors que c'était la préhistoire, tu vois, dans les années 60. Donc tu te dis comment fonctionnerait le mec aujourd'hui, quoi. Donc ouais, lui c'est le plus gros regret c'est le plus gros gars que j'aimerais voir dans la NBA actuelle, parce qu'il défoncerait tout le monde, clairement. Et donc là, tu parlais justement d'athlètes, etc. Quel basketteur tu verrais beaucoup, beaucoup trop fort dominer dans un autre sport? C'est intéressant ça. Un mec dans un autre sport, dans la NBA actuelle, qui serait bon dans un autre sport. J'aimerais bien voir DeAndre Jordan en volleyball. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours éclaté. Je me suis toujours demandé ce que donnerait DeAndre Jordan en volleyball. Ou tu vois les mecs comme ça, les Hassan Whiteside et tout. Alors c'est dur parce qu'il faut être très mobile. Mais je prendrais peut-être DeAndre Jordan ou Javal McGee en volleyball. Ça me marrait bien, tu vois. Non mais franchement, tu vois, parce que il faut être hyper mobile. Hein. Je manque pas de respect envers les volleyeurs, mais il y a des gars qui sont hyper mobiles. Puis tu fous les lianes devant le filet, bon voilà, il y a personne. Quoi. Tu vois, à ce moment-là, ça m'intéresse. Je pense que ça pourrait devenir des légendes de leur sport. Ça ouf. Et qu'est-ce que tu donnerais comme argument à quelqu'un qui connaît pas le basket pour s'y lancer? Et est-ce que par exemple tu as un match en particulier qu'il faudrait montrer à ces gens-là? Alors si ça dépend déjà de la tranche d'âge. Si t'es intéressé, déjà c'est un sport ultra spectaculaire. Tu regardes la NBA aujourd'hui, il y a plein de stars. Et donc du coup, tous les soirs, tu auras forcément quelqu'un qui va faire un truc incroyable, que ce soit statistiquement, dans le jeu, niveau aérien, athlétique, etc. Tu as probablement quasiment les meilleurs athlètes au monde qui sont dans cette compétition. Donc je me lancerai sur la NBA. Après moi je suis très NBA, hein, tu peux, quelle que soit la ligue dont tu as envie. Je jouerai parce que c'est vraiment fun et qu'il y a quelque chose d'équipe. J'aime bien le foot, etc. Mais c'est à 11 à 5 au basket, il y a quelque chose d'un peu plus, il y a une plus grosse proximité. On doit plus essayer de bosser en équipe pour y arriver. Donc sur la pratique pure du basket, je dirais vas-y, lance-toi à fond, parce que c'est vraiment un sport fun où il faut, ça fait tout quoi. Tu dois apprendre à travailler avec des gens, te défoncer physiquement, être bon en défense et en attaque, réfléchir, être régulier. Et puis après, si tu veux te lancer sur la NBA, juste fais-toi un soir, qu'est-ce qui pourrait se faire comme match?
Fais-toi France-Espagne 2015 à Madrid. Ouais, Avec ces gars-là, ou fais-toi le game set de Cavs Warriors de 2016. C'est assez récent. Avec le shot de au moins, Kyrie. voilà, avec ça, avec le compte de LeBron, avec tout, et là tu te dis Ouais. genre bon, ok, ça peut être pas mal. Ouais. Et donc, bon, une question plutôt classique. Qui gagne la NBA cette année selon toi? Les Warriors. Donc, ils vont passer les Rockets. Ouais. Tu penses que ça va être facile, que ça va jouer peut-être Non, ça va pas être facile, mais Ça part au game 7 selon toi? ça peut. Après, tu sais, les playoffs, là on en parle maintenant, on est au début, mais on sait pas. T'as une cheville qui traîne, t'as un truc, et puis ton pronostic. Désolé la caméra, mais tu t'es envoyé au chiottes, tu vois. J'espère que ça va aller en 7 parce que c'est cool pour le tout. Mais ouais, je pense que non, les Warriors vont gérer ça, et je pense qu'on sous-estime énormément en fait le fait que les mecs contrôlent quand ils veulent. Tu les mets les 5 là sur le parquet et ils font bon, vas-y. Ça défendra mieux, ça peut attaquer aussi bien que les Rockets, et si ça va dans le money time, ils ont trop d'armes. Donc ouais, les Warriors vont être champions encore, je pense. Et à ton avis, ils sont champions contre qui en finale? Contre les Raptors, contre les Celtics, Non, les Cavs Les Cavs contre le LeBron, Ouais. donc les Cavs. Le LeBron Basket Club. Ouais, c'est ça. Non, à l'Est, j'aime beaucoup la compétition. Hein. Il va devoir un peu transpirer, mais bon, on parle pas de Jean-Michel Le Boulanger, quoi. Et voilà, On il va parle de retourner en LeBron à l'Est. triple-double et puis ça va. Oui, et puis ça finit non, comme mais ça. vraiment, tu vois, il est. Enfin, t'as pas besoin d'être un grand coach pour dire ok, j'ai 48. Genre, même si t'es mené 3-0 dans une série, tu peux avoir 48 minutes de LeBron balle en main. Ouais, je suis plutôt confiant. Ouais. Donc le mec, il retournera tout l'Est, quoi, tu vois, je pense. Ouais. Ok, alors maintenant, je vais te demander 2 joueurs. Avec quel joueur tu fais la fête pendant une soirée et avec quel joueur tu deviens coloc et meilleur pote? Alors Gérard, déjà la première question, elle est, je pense que Gérard Smith. Et avec qui je deviens coloc à New York? Bah, comme tu veux. Ouais, à coloc où que ce soit. J'ai envie d'être coloc dans la NBA actuelle ou Dans la NBA Dans actuelle. l'actuelle. J'ai envie d'être coloc avec qui? Bah, coloc, meilleur pote, etc. Ouais, bien sûr. J'ai envie d'être un mec fun comme ça avec qui j'ai envie d'interagir. Je fais le tour un peu dans toutes les équipes. J'ai envie d'être coloc. Ah, c'est pas facile. J'ai bien envie d'être coloc avec. Ah, c'est dur. Ça va arriver. Ça me prend 2 secondes. Je prends plutôt un mec de l'Ouest. J'ai bien envie d'être coloc avec James Harden. Parce que la teuf, parce que ça bosse bien, parce que Monsieur Kanye West, Kardashian, enfin voilà, tu fais les bonnes soirées. T'es à Houston, donc c'est une ville sympathique. Ouais, j'aimerais bien être coloc avec James Harden, et puis il cuisine bien aussi. Et donc, tu parlais de Gérard. Est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots sur lui pour ceux qui ne le connaissent pas? Parce que Gérard, c'est quelqu'un. Et là, les gens qui ne le connaissent pas, rattrapez-vous. Donc on parle de Monsieur J.R. Smith, qui est en couverture, tout à fait, le fameux arrière des Cavs, c'est sûrement le meilleur joueur des Cavs. En fait, l'amour qu'on a pour lui, notamment, ça fait depuis longtemps, donc ça existait bien évidemment avant Trash Talk. C'est difficile de trouver un joueur qui est capable d'être à la fois très professionnel et d'être bon. On parle quand même d'un des meilleurs shooters de l'histoire. Déjà, un des meilleurs pour rentrer les pires shoots de l'histoire, et donc ça, c'est génial. Donc il y a un côté un peu YOLO comme ça qui est fabuleux. Et puis juste, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre la vie comme elle vient et de pas trop s'intéresser au business en fait autour de la NBA, etc. Il a pas trop développé sa marque. Il s'est dit bon, je vais mettre une caisse avant un match de playoff, je vais conduire un semi-blindé dans New York, je vais faire une balade en vélo à 4h du matin alors que j'ai entraînement tout à l'heure, tu vois. Ouais. Je vais balancer un bol de soupe à un assistant, je vais m'absenter, je vais défaire les lacets de mes adversaires ou essayer de les nouer pendant qu'ils sont pas en train de regarder. C'est le basket cirque, c'est le basket amour, c'est Gérard, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'athlètes qui font ça très professionnel, carré, ils sont là, ouais, bien sûr, etc. Et lui, c'est un des seuls qui va faire une conférence de presse, il va faire voilà, il va prendre 22 tirs à 3 points dans un match, quoi. Il va s'en battre les couilles, en gros. Et ça. Depuis récemment, en plus, c'est devenu l'ami des animaux avec son fameux Golden Retriever. Le chien, bien sûr. Tu vois, ce genre de choses. Ouais. Juste ça, on est en pleine actualité. C'est dur, le LeBron MVP, machin, qui va être champion, tout le monde est là. J.R. Smith a retrouvé son shoot grâce à un chien. A retrouvé le shoot grâce à un chien. Voilà, c'est Gérard. C'est que de l'amour pour lui. Exactement. Donc, est-ce que tu suis par exemple d'autres sports que le basket? Donc, tu nous as parlé de football par exemple. Je suis un petit peu, mais c'est dur. Ouais.
t'es à fond la caisse. Moi, je suis branché H24, hein, donc c'est un peu compliqué. Après, oui, je suis quand même, mais de façon sporadique, enfin vraiment quand ça vient, quoi. C'est-à-dire que là, tu vois, ouais, je suis tout le parcours de Paris quand ils étaient en Ligue des Champions, ou je suis Liverpool quand ils font le taf le plus souvent possible. Quand il y a le printemps qui arrive, bah, soudainement, je suis spécialiste de Roland Garros, enfin, tu vois, comme tout le monde. T'as les Jeux, enfin, voilà, ça dépend un peu, mais je vais rester surtout autour du foot et surtout de Liverpool, ouais. Ok. Et donc pourquoi, par exemple, Liverpool, sachant que c'est pas une équipe qui est géographiquement près de toi, etc. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que ce serait pas un petit événement qui s'est passé en 2006? Non, même pas, parce qu'en plus, alors ça, j'aime bien évidemment ce qui s'est passé en finale, etc. C'était cool, mais non, même avant ça, en fait, déjà, il y a le côté historique. C'est un club qui en chie, mais qui historiquement est quand même là. Il y a des fans incroyables. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, j'ai appris tous les chants. Appris tous les chants, quels que soient les joueurs qui arrivent tous les ans. Tu vois, c'est essayer d'apprendre ça. J'ai eu la chance de pouvoir aller à un match dans le COP de Danfield. Donc, tu vois, c'est un truc, tu vois, enfin, voilà, je vois ta tête de toute façon. Ça, c'est un but dans une vie, ça. Voilà, exactement. Donc, il y a le côté très fan. En fait, j'étais déjà très sérieux sur le basket, donc je voulais un truc un petit peu pour m'évader un peu. Et puis, mon meilleur pote, avec qui on a bien déliré aussi sur FIFA, j'ai commencé à uniquement prendre Liverpool. Et il y a eu des petites choses, il y a eu la grande saison de Fernando Torres, il y a eu des choses qui se sont ajoutées. Et puis il y a le côté un peu misère, quoi, Andy Carroll, tout ça, tu sais, t'es un peu. Mais du coup, tu t'apprécies encore plus ta merde, quoi. Donc c'est cool. Donc c'est pas forcément la proximité géographique, mais l'histoire, les fans, le maillot, parfois ça se joue à ça. Il y en a plein de fans de NBA qui aiment ça juste pour la couleur, le logo, l'histoire. Hein. Donc je dirais ça, ouais. Et donc, on va rebondir sur la NBA avec le même genre de questions. Pourquoi les Hawks et les Spurs? Alors les Spurs, c'est toujours une anecdote qui est assez marrante, qui fait marrer les gens. On était en 99, j'ai donc un peu moins de 10 piges, et à ce moment-là, il faut... Bon, je commence à faire un peu de basket, mais en fait, je reçois surtout NBA Live 2000 sur PC. Hein, on jouait aussi sur PC à l'époque aux jeux vidéo de sport. Lol. Et donc en couverture, tu avais Tim Duncan, donc des Spurs. Et quand tu lances les jeux de NBA, et chaque année, tu lances le jeu, et le premier match amical qu'on propose, c'est les deux champions, les deux derniers finalistes, pardon. Et donc tu avais Spurs ou Knicks. Donc peut-être que j'aurais été fan des Knicks, tu vois. Mais il s'avère que j'ai choisi les Spurs, et que j'ai beaucoup aimé le numéro 21, donc Tim Duncan, et j'ai commencé à je suis tombé amoureux de cette franchise. Hasard complet, 2 ans plus tard, il y a un Français qui arrive, donc comme par hasard, c'est le meilleur basketteur français de l'histoire, donc ça s'ajoute à ça. Puis après, Ginobili, etc. Donc les Spurs, ça a été très tôt. Et en fait, les Hawks, ça s'est ajouté parce que j'avais une équipe à l'ouest, mais bon, t'as 10 piges, les matchs à 3h du matin, ça va 2 secondes, quoi, tu vois. Il me fallait un truc un peu plus tôt. Et puis j'ai commencé vraiment à geeker, genre analyser les joueurs, la draft, etc. à partir de 2001-2002. Et les Hawks, comme par hasard, avaient plein de place pour avoir des bêtes de pique et donc des joueurs intéressants. Et ouais, c'est là notamment que je me suis mis. Et pareil, même hasard, 1 an plus tard, Boris Dio qui arrive. Donc voilà, ça a été des petites choses qui ont fait que... voilà, un peu pour les Hawks, c'est plus genre, c'est pas du sadomasochisme, hein, mais il y a un peu ce côté, il y a personne dessus, donc allons-y. D'ailleurs, on est quoi? On est 10 en France, donc c'est assez appréciable. Et petit moment pub, hein. Pour ceux qui connaissent pas Tim Duncan, Tony Parker, Boris Diaw et tout, il y a la TBNL. Ah oui, bien évidemment, The Bonheur Lies, vous irez voir de Tim Duncan, tout à fait, dédicace à Alex et à Léonce, tout à fait, c'est à regarder. Et c'est quoi ton match préféré de basket, ton match référence De tous les temps? Ouais. Oh la vache. Comme ça, si je te dis un match de basket comme ça, le premier qui te vient. Je disais tout à l'heure, tu vois, si les gens ont envie de trucs, moi après, parce que je l'ai vécu, le contexte est particulier, mais c'est vrai que le France-Espagne, il y a plein de gens qui disent le France-Espagne en Slovénie, moi pour moi c'est celui en Espagne, il n'y a pas Tony Parker. Donc c'est un espèce de truc de transpiration de 40 minutes où t'en peux plus. Avec Thomas Hurtel. On va pas y arriver. Rudy Gobert, la naissance de Rudy Gobert, quoi, le mec qui fait un match monstrueux. Thomas Hurtel, donne-moi ton short, le shoot incroyable. Tu la fous aux Espagnols chez eux. Enfin, tu vois, il y a un truc. Donc ça, c'est pas un merveilleux match de basket, c'est un truc très français où tu vois, tu t'es jamais senti autant français. Faut bien être chauvin dans la vie, quoi. Exactement. Après, un pur match de basket, un vrai grand beau match de basket. C'est vrai que honnêtement le match 7 des finales de 2016 entre Cavs et Warriors est assez cool. C'est pas non plus un chef-d'œuvre hein, parce que putain c'est défensif et salope et tout, mais en termes d'intensité c'est propre. Après en termes de beauté de basket, un match bien. Non, c'est difficile d'isoler. En fait, c'est surtout des séries. Ouais. À ce moment-là, tu prends.
Tu prends par exemple les Miami contre Dallas en 2011, tu vois, entre Avec, Dirk Nowitzki, LeBron James, etc. Le contexte qui est incroyable au niveau, tu sais, historiquement super. Et puis au-dessus de tout ça, ça il faut trouver parce qu'en plus c'est disponible sur YouTube et tout, mais les finales de 84 entre Lakers et Celtics, là tu sens que t'es à un carrefour de l'histoire, quoi. C'est un peu un autre basket, mais tu te dis genre wow, ok, c'est un truc de ouf. Ouais, Magic Johnson contre Larry Bird. Ouais, et puis tu t'intéresses un peu, tu te rends compte genre ok, il y a trop de trucs, trop d'anecdotes, trop de, enfin voilà quoi, les mecs coupent le chauffage pour que les autres étouffent, quoi. Ce genre de choses. Et donc t'en parlais il y a quelques minutes, un joueur donc de NBA 2K, etc. Quelle équipe tu prends le plus sur ces jeux-là? Cette année? Ouais. Bon, évidemment, j'ai absolument pas de temps pour jouer, mais quand j'y vais et qu'on geek un peu, bah, c'est vrai que putain, les Rockets, c'est l'équipe 2K, quoi. Tout le monde est à 90 à 3 points, tu fais des passes, ça shoot, t'as 2 meneurs, t'as des tours. C'est une équipe de jeux vidéo en fait, les Rockets, donc c'est assez cool. Ouais, je les prends pas mal souvent, ouais. Et par le passé, ça dépend. Ça dépend, le Thunder d'avant était absolument ouf, mais les Rockets sont cool à prendre en jeu vidéo. Ouais. Pour ceux qui veulent, il y avait les Pélicans quand il y avait Demarcus Cousins et Davis. J'ai mis 25 points au petit monsieur à côté là. Alors que d'habitude on a le même niveau. Ouais, bah ouais, bon. Que veux-tu? Et ce serait quoi pour toi l'endroit où tu as le plus envie de vivre un match de basket? Ce serait quelle salle de NBA? Quel que soit le match ou un bête de match, quel que soit le match après. Après, moi j'ai très envie, j'y suis toujours pas allé, j'ai envie historiquement je suis un geek donc j'ai vraiment envie d'aller à Boston parce que j'ai envie de voir cette salle, les bannières, etc. Voilà, j'ai envie de voir en fait, je suis curieux. Après, si je dois vivre un putain de match, c'est le Madison Square Garden, c'est à New York quoi, c'est la salle ultime, c'est ouf, le public, les connaisseurs, les stars, l'ambiance, la façon dont la salle est faite. Non, c'est Madison Square Garden toute l'année. Okay. Bah merci en tout cas pour nous avoir donné de ton temps, etc. pour cette interview. Pas de soucis. Puis salut. Yes, merci, à la prochaine. Salut. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. On remercie encore Bastien de nous l'avoir accordé et de nous avoir donné un peu de son temps pour la réaliser. Et merci également au Café Friends, rue de Vaugirard à Paris, de nous avoir ouvert ses portes. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas un joueur de basket ou un événement dont nous parlons, toutes les informations sont dans la description. Et enfin, on vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et à suivre l'actualité de la NBA avec Trash Talk. Merci à tous.